Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans l'actualité environnementale de ce mercredi 8 novembre. Au sommaire, les pluies torrentielles de ces derniers jours ont provoqué des inondations au Kenya qui ont fait au moins 15 morts et plusieurs dégâts matériels. Les détails dans ce journal. Un partenariat tripartite pour l'électrification a été signé entre le Nigeria et Cross Boundary Energy Access et Andy Energy Access. À suivre dans un instant. Et puis le Maroc est classé parmi les pays les plus exposés aux problèmes environnementaux. Ces situations poussent la population de ce pays à émigrer. C'était les titres. Bienvenue. Comme je vous l'annonçais en titre, au moins 15 personnes ont perdu la vie au Kenya suite aux inondations provoquées par des pluies torrentielles. Cette catastrophe naturelle a emporté des dizaines de maisons, coupé des routes et a tué plusieurs bétails. Suivez. Selon un rapport de la Croix-Rouge kenyane, 15 264 ménages ont été touchés depuis dimanche dernier, avec 15 victimes signalées et au moins 1067 morts de bétail. La saison des pluies d'octobre à décembre dans la Corne de l'Afrique est amplifiée cette année par la El Niño, un phénomène météorologique généralement associé à la hausse des températures, aux sécheresses dans certaines régions du monde et aux fortes pluies dans d'autres. Les inondations ont fait une vingtaine de morts et 12 000 déplacés dans la région somalienne de l'Est et de l'Éthiopie. Au Kenya, les fortes pluies ont touché le nord particulièrement aride. Les services météorologiques du pays ont prévenu la semaine dernière que les fortes pluies seraient probablement accompagnées de rafales de vent qui pourraient arracher les toits, déraciner les arbres et causer des dégâts structurels. Comme on peut le voir, les torrents d'eau qui traversent les villages ont obligé les habitants à fuir vers les hauteurs. Depuis fin 2020, les pays comme le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie sont frappés par la pire sécheresse que la région ait connue depuis 40 ans. En 2019, au moins 265 personnes avaient perdu la vie et des dizaines de milliers d'autres avaient été déplacées au cours de 2 mois de pluie incessantes dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Est. Parlons toujours d'inondations, des milliers de Somaliens sont coincés dans les zones inondées à la suite de fortes pluies dans l'état de Jubaland. Le ministre de l'Information somalien lance un appel de soutien face à la situation pour évacuer les sinistrés. Léon Sagbo nous fait le point. De fortes pluies survenues dans l'état de Jubaland ont bloqué des habitants dans les zones inondées d'après l'agence humanitaire de l'ONU. Ces pluies avaient commencé le mois dernier et ont fait monter le niveau du fleuve Juba, provoquant des inondations dans les zones riveraines de l'État, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Il ajoute que 2400 personnes sont coincées dans le district de Luc, une zone entourée d'eau. Les autorités et les partenaires de secours sont à pied d'œuvre pour évacuer les habitants bloqués. Le bureau a aussi déclaré qu'au moins 14 personnes sont mortes et 47 000 ont été déplacées par ces inondations soudaines qui ont frappé la Somalie depuis le mois dernier. Le ministre somalien de l'information Daoud Awes a aussi déclaré que les inondations qui ont également touché les États de Hirshabelle et du sud-ouest ont causé d'énormes dégâts. Il a donc lancé un appel de soutien face à cette situation critique. Il faut noter que le pays connaît des pluies plus abondantes que la normale après être sorti d'une de ses pires sécheresses depuis 4 décennies. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a mis en garde contre un risque élevé d'inondation, en particulier dans la région sud-ouest de Gedo. L'agence d'électrification rurale RIA au Nigeria signe un partenariat pour l'électrification via les mini-réseaux solaires avec Cross Boundary Energy Access et Andy Energy Access. Au moins 15 communautés seront électrifiées dans 3 États du Nigeria. Le commentaire est signé Alessandra Dekambi. Le partenariat signé récemment entre l'agence d'électrification rurale avec Cross Boundary Energy Access et Andy Energy Access porte sur l'électrification d'au moins 15 communautés rurales au Nigeria. L'accord concerne les États de Kogi, Nasarawa et Niger.
Dans le cadre de ce partenariat, un portefeuille de mini-réseaux sera construit pour connecter de centaines de foyers et de micro-entreprises dans des communautés rurales mal desservies ou non desservies. Pour l'heure, 60% des Nigériens n'ont pas encore accès à l'électricité, dont 80% en zone rurale. L'Agence d'électrification rurale, avec le soutien de la Banque mondiale, veut renverser la vapeur en misant sur les mini-réseaux solaires et d'autres solutions décentralisées d'accès à l'électricité, notamment les systèmes solaires domestiques. Ce partenariat est signé plus d'un an après un engagement de 60 millions de dollars de Cross Boundary Energy Access et Engie Energy Access en faveur de l'électrification dans les zones rurales au Nigeria. À travers la construction d'un portefeuille de mini-réseaux solaires, les deux partenaires contribueront à l'électrification d'au moins 150 000 personnes dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Le secteur de la pêche est menacé au Sénégal. Près de 2/3 des pêcheurs du pays affirment gagner moins de produits de mer par rapport aux années précédentes. Cette situation est une conséquence des pratiques non durables et destructrices de l'environnement des chalutiers de fond. Plus de précisions dans ce récit. Au Sénégal, 105% des pêcheurs interrogés par la Fondation pour la justice environnementale ont déclaré gagner moins de poissons par rapport aux années précédentes. Au-delà des pertes de revenus, les communautés de pêche artisanale voient leurs conditions de vie se détériorer. 88% des pêcheurs, 93% des transformatrices et 100% des mareyeurs ont déclaré avoir un accès plus limité aux poissons pour leur propre consommation. Le rapport s'appuie essentiellement sur les entretiens menés au Sénégal avec ces communautés entre septembre 2022 et mai 2023. Il met à l'index les chalutiers de fond dans la crise de pêche au Sénégal. Les pratiques de pêche destructrices de l'environnement et non durables pratiquées par la flotte chalutière aggravent la crise du secteur de la pêche artisanale. En outre, les pêcheurs artisans sont confrontés aux incursions illégales de ces navires dans la zone réservée à la pêche artisanale. Les chalutiers de fond au Sénégal sont essentiellement contrôlés par les acteurs étrangers de l'Union européenne et de la Chine. Ils approvisionnent exclusivement les marchés étrangers, principalement ceux des pays de l'Union européenne. Ces pratiques entraînent le manque de poissons et de nombreux foyers sénégalais peinent à s'approvisionner en poissons sur les marchés locaux pour leur propre consommation. La pêche contribue à 3,2% du produit intérieur brut et 10,2% des exportations du Sénégal, selon un rapport du département américain de l'agriculture. La Côte d'Ivoire mise sur les technologies agricoles avancées de Netafim pour soutenir la restauration des terres dégradées. L'unité de coordination de l'initiative a été signée en octobre dernier pour un accord avec le fournisseur israélien pour l'installation de ces systèmes d'irrigation dans 9 agropoles. Alexandra Descombi. Le nouveau partenariat a été signé en marge de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales organisé au parc d'exposition d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En s'associant à l'initiative Abidjan, le nouveau partenariat a été signé en marge de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales organisé au parc d'exposition d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En s'associant à l'initiative Abidjan, Netafim est honoré de poursuivre son engagement pour la construction de communautés résilientes au climat en Afrique. Cette initiative, soutenue par Netafim, a pour vocation d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration des écosystèmes forestiers de la Côte d'Ivoire fortement dégradés. L'ambition du gouvernement à l'horizon 2030 est de recouvrer 3 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Netafim accompagnera cette ambition en fournissant et en installant ces systèmes d'irrigation dans 9 agropoles. Ces équipements devraient contribuer à rationaliser les ressources en eau. La société israélienne fabrique et distribue également des systèmes de gestion des cultures, notamment des systèmes de surveillance et de contrôle et des systèmes de désherbage. En effet,
La persistance de certaines pratiques agricoles non durables ces 60 dernières années en Côte d'Ivoire et la baisse des précipitations ont conduit à une dégradation des écosystèmes forestiers et terrestres du pays. Les problèmes environnementaux vont parfois au-delà des frontières des pays touchés. Ainsi, le rapport sur les menaces environnementales 2023 a classé le Maroc parmi les pays exposés à des graves risques, ce qui pousse la population à la migration. Viva Samana pour les détails. Le rapport sur les menaces environnementales 2023 a classé le Maroc parmi les pays exposés à de graves risques en se concentrant sur 4 menaces principales que sont l'insécurité alimentaire, les périls hydriques, les catastrophes naturelles et les pressions démographiques. Cette estimation publiée annuellement par l'Institut de l'économie et de la paix couvre 221 pays et territoires, analysant les menaces environnementales à l'échelle mondiale, évaluant quels pays et régions infranationales sont les plus vulnérables aux conflits, aux troubles civils et aux déplacements dus à la dégradation de l'environnement et aux événements liés au climat. La recherche adopte une approche multidimensionnelle en analysant les menaces écologiques au niveau national, infranational et urbain, tout en évaluant les menaces qui compromettent la résilience de la société et les niveaux de paix. Au Maroc, le stress hydrique se classe en tête des risques avec une note de 4,11 sur 5. L'insécurité alimentaire suit de près avec une note de 3, tandis que le Royaume reçoit une note de 1,1 et 1,51 respectivement sur les indicateurs de catastrophes naturelles et de pression démographique. Le rapport révèle qu'au cours de la dernière année, le nombre de pays confrontés à de graves menaces environnementales à une résilience sociétale réduite a augmenté de 3 sur 30. Ces pays sont qualifiés de points chauds et abritent 1,1 milliard d'habitants. Les pressions récentes sur les prix alimentaires mondiaux ont exacerbé les défis auxquels sont confrontés les pays déjà touchés par l'insécurité alimentaire. De plus, le type de détail que les facteurs géopolitiques jouent un rôle crucial dans cette tendance migratoire. De nombreux migrants irréguliers traversent plusieurs pays non membres de l'Union européenne avant d'atteindre les frontières de l'UE. Les accords de l'Union européenne avec certains pays tels que la Tunisie en 2023, la Libye en 2018 et la Turquie en 2016 ont également eu un impact significatif sur les migrations. Rappelons que si les menaces écologiques ne sont pas la principale cause de migration vers l'Union européenne, elles constituent au moins un facteur secondaire important. Les autorités australiennes ont validé la semaine dernière l'élimination de chevaux sauvages de 19 000 à 3 000 d'ici mi-2027. Selon eux, ces chevaux sont considérés comme nuisibles et leur nombre excessif menace tout l'écosystème. Cette mesure est jugée nécessaire afin de protéger la faune et la flore, mais risque de faire polémique car ces animaux font partie de l'identité nationale de l'Australie. Rafietou Mberikou. Les autorités locales australiennes ont donné une carte blanche à la reprise de l'abattage des chevaux sauvages dans l'un des plus grands parcs nationaux du pays. Environ 19 000 chevaux sauvages, encore appelés brumbies en Australie, vivent dans ce parc national situé dans le sud-est du pays. Mais les autorités de l'État de Nouvelle-Galles du Sud veulent réduire ce nombre à 3 000 d'ici mi-2027. La mesure est jugée nécessaire pour protéger la faune et la flore, mais risque aussi de faire polémique. L'opération a déjà commencé. Plusieurs chevaux sauvages mis au sol sont abattus avec des armes à feu ou des pièges par les agents du parc. D'autres sont transférés ailleurs. Ces brumbies sont considérés par les autorités comme des animaux nuisibles car ils augmentent l'érosion des sols sur la végétation en la broutant ou la piétinant. Ils provoquent aussi l'effondrement de terriers et sont en concurrence avec d'autres animaux pour la nourriture et les abris, en rendant aussi les points d'eau insalubres. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Personne ne voulait tuer des chevaux sauvages, a déclaré Penny Sharp, ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Galles du Sud. Mais selon la ministre, ces mesures ne suffisent plus. Des espèces indigènes sont en voie d'extinction et tout l'écosystème est menacé à cause du nombre excessif de chevaux sauvages. Nous devons agir, a-t-elle ajouté. Plus de 600 chevaux sauvages avaient alors été tués en 3 jours avec la méthode d'abattage par hélicoptère dans les années 2000. Mais les autorités locales avaient ensuite fait marche arrière devant l'indignation de l'opinion publique. Les opposants à l'abattage clament que les chevaux font partie de l'identité nationale australienne.
L'Australie compte jusqu'à 400 000 chevaux sauvages selon le Conseil des espèces invasives, une ONG australienne qui a salué la décision de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. La capitale indienne, avec sa population de 30 millions d'habitants, était à nouveau ce dimanche la ville la plus polluée du monde. Ces situations avaient déjà fait des morts en 2019. Face à ces conditions, les écoles primaires seront fermées pendant une semaine. Léonce Sabo. Les écoles primaires resteront fermées jusqu'au 10 novembre, a annoncé les autorités de la capitale indienne New Delhi. Pour cause, l'étouffement de la ville par un mélange de pollution et de fumée. New Delhi, qui se situe déjà parmi les métropoles les plus polluées de la planète, vit chaque automne dans un air quasi irrespirable lorsque viennent s'ajouter les fumées des campagnes environnantes où les agriculteurs brument les chaumes. Le ministre de l'Éducation de l'État de New Delhi a aussi ajouté que les écoles secondaires pouvaient choisir de passer en cours par visio vu l'allure que prend la pollution. Avec sa population de 30 millions d'habitants, la ville était à nouveau ce dimanche la ville la plus polluée au monde selon la firme IQAir, institution spécialisée en mesures de pollution. Elle affirme que le niveau de microparticules PM2,5, tellement minuscules, peuvent pénétrer dans le sang, atteignant ce dimanche près de 40 fois le niveau maximal recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Rappelons qu'une étude publiée par le journal médical de Lancet en 2020 a estimé que la pollution en Inde avait fait l'année précédente, notamment en 2019, près de 1,7 million de morts dans le pays, dont 17 500 dans la capitale. La troisième phase du rejet en mer des eaux traitées de la centrale accidentée de Fukushima a démarré jeudi dernier au Japon. Mais le lancement de cette opération a engendré une crise diplomatique entre Tokyo et ses voisins, Pékin et Moscou, qui ont restreint leur importation vers le Japon depuis fin août. Rafetou Berekou. Débuté le 24 août dernier, l'évacuation dans l'océan Pacifique de l'eau utilisée notamment pour refroidir les cœurs des 3 réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi, entrée en fusion après le tsunami de 2011, se poursuit. Cette troisième phase, qui doit permettre le rejet de quelques 7800 tonnes d'eau, devrait durer environ 17 jours, selon l'exploitant de la centrale nucléaire Fukushima et la principale entreprise de production d'électricité du Japon, TEPCO. Ce rejet en mer a été validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais le lancement du processus a provoqué une crise diplomatique entre le Japon et la Chine qui a suspendu depuis fin août toutes ses importations de produits de la mer japonaise suivies depuis par la Russie. Il faut noter que cette eau avait été traitée à l'aide du système avancé de traitement des liquides ALPS pour la débarrasser de ces substances radioactives à l'exception du tritium, un radionucléide qui n'est dangereux qu'à de très hautes doses concentrées selon des experts. Raison pour laquelle l'eau est diluée avec de l'eau de la mer avant d'être évacuée dans l'océan Pacifique afin que son niveau de radioactivité ne dépasse pas le plafond visé de 1500 becquerels par litre, soit un niveau 40 fois inférieur à la norme japonaise pour ce type d'opération. L'interdiction chinoise a particulièrement affecté les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques de l'île septentrionale de Hokkaido, à quelques 500 km du nord de la centrale de Fukushima, qui dépendent des usines chinoises pour décortiquer les mollusques. Le revers de la médaille s'affiche au Canada. Un an après la 15e conférence des parties des Nations Unies sur la biodiversité COP15, Ottawa veut compenser les émissions de CO2 produites lors de la rencontre en achetant les crédits carbone. Ce scénario est qualifié d'éco-blanchiment par certains élus environnementalistes. Les précisions dans ce récit signé Vivas Amana. Un an après la COP15 sur la biodiversité tenue à Montréal, le gouvernement canadien souhaite acheter des crédits carbone pour compenser les émissions dégagées lors de cette rencontre. Ottawa veut ainsi atteindre ses objectifs de carbone-neutralité, mais les élus et environnementalistes qualifient cela d'éco-blanchiment. En effet, des milliers de délégués du monde entier se sont réunis pendant 10 jours au Palais des Congrès de Montréal en décembre 2022 pour adopter un accord visant à freiner le déclin rapide de la biodiversité. Selon un appel d'offres d'Environnement et Changement climatique Canada,
Cet événement a généré 6547,86 tonnes de CO2. Ce chiffre tient compte particulièrement des déplacements, de l'hébergement, de l'électricité consommée et des déchets générés par les participants pendant la 15e conférence des parties sur la Convention sur la diversité biologique. Ainsi, le gouvernement veut passer par des activités sans émissions de carbone et compte maintenant acquérir des crédits compensatoires. Ces derniers permettront en théorie de financer un projet qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. D'après le ministre canadien de l'Environnement Stephen Guilbeault, c'est la première fois que son ministère cherche à compenser les émissions liées à toutes les facettes d'un événement majeur. C'est très clairement un éco-blanchiment d'après Patrick Bonnet, responsable de la campagne climat-énergie à Greenpeace Canada. Il estime qu'il est extrêmement paradoxal que le gouvernement tombe dans le piège des pollueurs et s'engage dans une telle opération de relations publiques avec un événement dont l'objectif est d'améliorer la protection de l'environnement. Pour lui, le gouvernement canadien vient ainsi de légitimer un système qui ne fonctionne pas car il achète des crédits de compensation au lieu de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi s'achève cette actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Grain TV International. À très bientôt.